Bonjour à tous, ici Astalis, et on se retrouve dans cette deuxième vidéo consacrée à la résolution du square one et ses dérivés. Le but de cette deuxième vidéo est de vous montrer comment résoudre facilement le cube de base de cette série, c'est-à-dire le square one. Avant de résoudre le square one, vous devez déjà connaître toutes les particularités de ce type de cube. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à aller voir en priorité la vidéo d'introduction de cette série. Je ne reviendrai pas sur l'architecture du square one puisque je l'ai déjà détaillé dans la vidéo précédente. Simplement, je rappellerai la façon dont on va tenir le cube pendant sa résolution. On sait que la rangée équatoriale comporte deux grandes pièces symétriques, et pour tenir le cube, on se placera toujours dans une situation où on a la séparation entre ces deux grandes pièces du côté avant du cube, et on choisira d'avoir toujours le petit côté sur la gauche, comme ceci, et non pas à l'inverse, comme ceci. On restera bien dans cette configuration-là si on choisit cette face, ou si on préfère le tenir depuis la face opposée, on le tiendra comme ceci. Il existe plusieurs thèmes de couleurs possibles pour le square one, mais on verra que pour résoudre le cube, il suffit de connaître en pratique les couleurs de ses faces inférieures et supérieures dans son état résolu. Donc dans le cas de mon exemplaire, ces deux couleurs seront le blanc et le jaune. Pour résoudre le square one, on va s'y prendre en plusieurs étapes. D'abord, on va lui rendre sa forme cubique, puisqu'on a vu que c'est un cube qui peut se déformer au cours de sa résolution. Ensuite, on résoudra ses faces supérieures et inférieures par couleur, c'est-à-dire le blanc et le jaune dans mon exemple. Dans un troisième temps, on s'occupera de permuter entre les coins de chacune de ces deux rangées, supérieure et inférieure. Et enfin, on terminera par la permutation des arêtes dans chacune de ces deux mêmes rangées. J'ai ici mon square one dans un de ses nombreux états mélangés, et la première chose qu'on va faire à partir de cet état un peu particulier, c'est de repérer où sont les deux moitiés du cube. Donc je m'aperçois que je peux faire jouer ces deux moitiés comme ceci, donc je vais pouvoir en particulier reconstituer la rangée équatoriale avec ces deux grandes pièces symétriques, de façon à retrouver un contour carré, et de façon à pouvoir orienter le cube de manière à avoir cette séparation du côté avant et de placer sur la gauche le plus petit des deux éléments, comme ceci. Et à partir de maintenant, je vais tenir le cube de cette manière pour la suite de la résolution. Maintenant qu'on a retrouvé trois rangées horizontales distinctes sur le square one, on peut regarder de plus près sa face supérieure ou inférieure. Et sur ces deux faces, on constate qu'on peut parfaitement avoir deux arêtes côte à côte ou deux coins côte à côte, contrairement à ce qu'on peut trouver sur un cube 3×3 standard où on a toujours l'alternance coin, arête si on parcourt le pourtour d'une de ces faces. Pour rendre sa forme cubique au square one, c'est-à-dire pour retrouver un contour carré dans la rangée supérieure et dans la rangée inférieure, on va rassembler les 8 arêtes que compte le cube côte à côte dans la rangée supérieure. Pour ça, on va chercher à obtenir des groupes d'un nombre pair d'arêtes, comme c'est le cas ici avec ces deux arêtes côte à côte, et on va se servir de la séparation du square one pour venir assembler côte à côte ces différents groupes. Je viens de repérer ce groupe de deux arêtes sur la rangée supérieure. Je peux tourner cette rangée supérieure comme ceci pour venir placer ce groupe de deux arêtes le long de la séparation du square one. Et si je regarde maintenant sur la face inférieure, je constate que j'ai deux groupes de deux arêtes. Je peux donc en choisir un, par exemple celui-ci. Je vais faire tourner cette rangée inférieure, par exemple comme ceci, pour venir le placer immédiatement à droite de cette séparation, et avec cette configuration là, je constate qu'en tournant la moitié droite du square one, je peux venir placer le groupe de deux arêtes qui était dans la rangée inférieure à côté de celui qui se trouvait déjà dans la rangée supérieure, et j'ai ainsi un groupe de 4 arêtes qui se trouvent côte à côte. Comme je l'ai fait tout à l'heure avec les deux arêtes supérieures, je vais tourner la rangée supérieure comme ceci, pour isoler ces 4 arêtes mitoyennes dans la moitié gauche du cube avec cette bordure qui correspond à la séparation du square one. Si je regarde à nouveau la face inférieure du square one, je m'aperçois que j'ai ici 3 arêtes mitoyennes et ici une arête isolée. Je ne vais pas chercher à déplacer ces 3 arêtes ensemble puisqu'on a vu qu'on privilégiait un nombre pair d'arêtes, donc je vais chercher à en isoler 2. Et par rapport à la configuration de la face supérieure, je peux par exemple
tourner la rangée inférieure comme ceci. J'ai toujours ma séparation qui court sur les deux rangées et je me retrouve avec ces deux arêtes du côté droit qui peuvent venir se placer à côté des 4 autres pour former cet ensemble de 6 arêtes mitoyennes dans la rangée supérieure. Comme tout à l'heure, lorsque j'avais 4 arêtes mitoyennes dans la rangée supérieure, je peux orienter cette rangée comme ceci pour placer toutes les arêtes mitoyennes, ici j'en ai 6, dans la moitié gauche du cube. Et si je regarde à nouveau ma rangée inférieure, je constate que j'ai ici 2 arêtes isolées l'une de l'autre et non pas groupées, avec un motif en L caractéristique. Et ce motif en L, on le retrouvera très souvent au cours de la résolution du square one, et je vais vous montrer comment traiter ce cas. Dans un premier temps, on va orienter cette rangée inférieure comme ceci, c'est-à-dire qu'on va placer le motif en L plutôt dans le quart avant droit du cube, avec cette bordure qui correspond à la séparation du square one. Sur la rangée supérieure, on va isoler 2 des 6 arêtes mitoyennes du côté droit du cube, comme ceci, ce qui permet par une rotation centrale d'obtenir ce motif. À partir de cette nouvelle position, je vais constater 2 choses. Dans la rangée supérieure, je remarque que ces 2 arêtes isolées ont une bordure en commun, cette bordure. Et dans la rangée inférieure, je me retrouve à nouveau avec 2 arêtes mitoyennes, ce qui correspond à un cas favorable puisque c'est un nombre pair. Je peux donc orienter la rangée supérieure comme ceci pour isoler du côté droit ces 2 arêtes que je venais de repérer, et je vais orienter la rangée inférieure de cette manière pour avoir les 2 arêtes mitoyennes le long de la séparation, plutôt dans la partie arrière du cube. Et par rotation centrale, on va retrouver nos 6 arêtes qu'on peut placer à nouveau du côté gauche, et à l'aide d'une nouvelle rotation centrale, on va pouvoir venir placer ces 2 arêtes isolées qui vont former les 2 extrémités de ce groupe de 8 arêtes, puisqu'on est arrivé à obtenir un ensemble de 8 arêtes, c'est ce qu'on cherchait. J'ai ici illustré une des nombreuses situations possibles que vous rencontrerez au moment de réunir les 8 arêtes du square one. Ce qu'il faut surtout retenir de cette phase de la résolution du cube, c'est qu'on doit d'abord chercher à obtenir des groupes d'un nombre pair d'arêtes, et si on tombe sur le motif en V dont je vous ai parlé, on doit casser une partie de cet assemblage pour revenir à une situation favorable. Il ne reste plus que quelques rotations à faire pour retrouver l'aspect cubique du square one. Et pour ça, on ne va pas se servir d'algorithmes, mais plutôt d'éléments de symétrie dans les rangées supérieures et inférieures, et de formes caractéristiques que vont prendre ces rangées au fil des rotations. Si on se penche sur la rangée supérieure, on constate que son contour comporte un axe de symétrie, ici. Et on va orienter cette rangée de manière à faire correspondre cet axe de symétrie avec la séparation du cube. Pour la rangée inférieure, on n'aura pas de problème d'orientation puisqu'on a ici une étoile à 6 branches, une étoile symétrique, donc peu importe l'orientation de départ, on peut partir de n'importe quelle position. Et on va effectuer une rotation centrale pour obtenir ce nouveau motif qu'on va trouver à la fois dans la rangée supérieure et la rangée inférieure. Si on repart de cette nouvelle forme qui évoque un peu un champignon avec son sommet arrondi, on constate qu'elle a elle aussi un axe de symétrie. Donc je vais orienter à nouveau la rangée supérieure pour faire correspondre cet axe de symétrie et la séparation du cube, et je vais orienter exactement de la même manière la rangée inférieure. On peut donc superposer les contours de la rangée supérieure et inférieure, et à partir de cette position de départ, on va effectuer une nouvelle rotation centrale pour obtenir cette nouvelle forme. On se retrouve donc avec un nouveau motif qui évoque un peu la forme d'un papillon. Et cette fois-ci, on ne va pas trouver un axe de symétrie, mais 2 axes pour cette forme caractéristique. Donc, on va orienter à nouveau la rangée supérieure pour faire correspondre l'un de ces 2 axes, peu importe lequel, avec la séparation du square one. Et on va orienter la rangée inférieure pour placer le motif de cette rangée à la perpendiculaire du motif de la rangée supérieure. Et on va effectuer une nouvelle rotation centrale pour obtenir cette nouvelle forme. On se retrouve donc avec un nouveau motif dont la forme évoque cette fois-ci un bouclier.
Et sur ce bouclier, qu'on retrouve à la fois dans la rangée supérieure et inférieure, on remarque qu'on a toujours un axe de symétrie, qu'on va faire correspondre dans la rangée supérieure avec la séparation du cube, et de la même manière dans la rangée inférieure. On effectue une dernière rotation centrale, et on constate que la rangée supérieure a retrouvé un contour carré, de même que la rangée inférieure. À ce stade de la résolution, vous aurez deux cas de figure possibles pour la rangée équatoriale du square one. Soit elle aura elle aussi retrouvé son contour carré et le square one aura donc retrouvé son aspect cubique, soit vous vous retrouverez dans cette situation, celle où la pièce droite de la rangée équatoriale est retournée à 180 degrés. Et dans cette configuration-là, voilà comment on rétablit les choses avec quelques rotations simples. D'abord, on effectue une rotation centrale, comme ceci. Ensuite, on retourne de 180 degrés la rangée supérieure. On effectue à nouveau une rotation centrale. On tourne à nouveau de 180 degrés la rangée supérieure. Et on effectue une dernière rotation centrale, ce qui nous ramène bien à un aspect cubique pour le square one. Maintenant que le square one a retrouvé sa forme cubique, on va s'intéresser aux coins sur la face supérieure et sur la face inférieure. Et on va chercher à les rassembler par couleur, ces deux couleurs étant ici le blanc ou le jaune sur mon exemplaire. Pour ça, on va utiliser sensiblement la même technique que pour assembler 4 centres individuels sur chacune des faces d'un cube 4x4 standard. Ici, par exemple, j'ai deux coins blancs consécutifs dans la rangée supérieure et dans la rangée inférieure. Donc pour établir les choses et obtenir 4 coins blancs sur cette face supérieure, je vais d'abord placer ces deux coins blancs dans la moitié droite, dans la rangée supérieure et dans la rangée inférieure. Ensuite, je vais décaler la rangée supérieure comme ceci, avant d'effectuer une rotation centrale. Il ne me reste plus qu'à tourner de 180 degrés cette rangée supérieure, ce qui me permet ensuite de ramener les deux autres coins blancs et de rendre sa forme initiale au square one. Autre exemple, j'ai ici sur la face supérieure 3 coins jaunes qui dessinent un motif en L. Le quatrième coin jaune est dans la rangée inférieure, et de la même manière que sur un cube 4x4, on va se placer dans une configuration où ce dernier coin jaune va venir remplacer l'angle du L. Donc ici je vais garder le L comme ceci, je vais tourner cette rangée inférieure pour placer mon coin jaune ici, je décale à nouveau la rangée supérieure comme tout à l'heure, j'effectue une rotation centrale, ce qui me permet d'obtenir ces deux coins jaunes côte à côte que je vais isoler dans la moitié gauche, et ensuite je pourrai ramener les deux autres coins jaunes, puis rendre sa forme cubique au square one. On pourra éventuellement rencontrer d'autres cas, comme celui-ci, où les deux coins blancs sont consécutifs sur la face supérieure alors qu'ils se trouvent sur une diagonale sur la face inférieure, mais avec des rotations simples, on pourra toujours se ramener à l'un des deux premiers cas que j'ai décrits. Si vous avez des doutes, vous pourrez toujours reconsulter la vidéo où je traite de la résolution des centres sur un cube 4x4 standard. Pour permuter verticalement des coins entre la rangée supérieure et la rangée inférieure, on peut aussi utiliser une autre technique qui vient directement d'un principe que j'applique dans la série des cuboïdes. Et ici, sur le square one, ce principe permettra de permuter verticalement les deux coins avant droit dans les rangées supérieures et inférieures. Dans cet exemple, j'ai déjà 3 coins blancs dans la rangée supérieure, il me reste à placer le quatrième, et j'ai ici disposé ces deux coins pour les permuter entre eux et obtenir finalement 4 coins blancs dans la rangée supérieure. À partir de cette position de départ, je vais décaler la rangée supérieure comme ceci, puis je vais effectuer une première rotation centrale, un quart de tour vers la gauche dans la rangée supérieure, une nouvelle rotation centrale et un quart de tour vers la droite dans la rangée supérieure. La dernière rotation centrale me permet de rassembler les 4 coins blancs dans la rangée supérieure et je peux ensuite réaligner mes rangées. Pour la suite de la résolution, je vais avoir besoin de 3 algorithmes que je vais d'abord décrire à partir de l'état résolu du square one. Pour chacun de ces algorithmes, je ne vais pas utiliser une notation particulière, mais je vais faire appel à des images de la même manière que je l'avais fait dans la résolution imagée du cube 3x3. L'image que je vais reprendre pour chacun de ces 3 algorithmes, c'est celle d'un feu de circulation avec ces 3 couleurs rouge, orange et verte superposées.
que je vais assimiler sur le square one aux 3 rangées horizontales du cube. Et je partirai du principe qu'une ampoule du feu sera allumée lorsqu'on décalera une rangée vers la gauche, comme ceci, et qu'elle sera éteinte quand je la ramènerai vers la droite. Donc ici le rouge pour la rangée supérieure, et ici le vert pour la rangée inférieure. Pour le premier de ces algorithmes, que j'appellerai algorithme A, je vais considérer que le feu passe d'un état où le rouge est allumé à un état où le vert est allumé. Donc dans un premier temps, je vais allumer l'ampoule rouge en décalant la rangée supérieure comme ceci, et ensuite le feu va changer d'état. Et chaque fois que le feu change d'état, je vais effectuer une rotation centrale. Donc ensuite, j'éteins le rouge et j'allume le vert. Et le feu va repasser au rouge au bout d'un certain temps, donc il va à nouveau changer d'état, et le vert va s'éteindre. Je constate que le square one a conservé sa forme cubique, mais en regardant les faces supérieures et inférieures, on remarque qu'on a permuté ces 2 arêtes supérieures avec ces 2 arêtes inférieures. En fait, l'ensemble des 4 arêtes a pivoté de 180 degrés sur le cube. Pour le deuxième algorithme, que j'appellerai algorithme B, on va conserver cette image d'un feu qui passe du rouge au vert, donc on va garder la trame générale de l'algorithme A, mais on va lui apporter 2 modifications. La première, c'est que je vais commencer cet algorithme par une rotation centrale, comme ceci. Et la seconde, c'est que je vais décaler les rangées supérieures et inférieures, non pas d'une unité, mais d'un quart de tour. Donc, j'allume l'ampoule rouge, je tourne le cube comme ceci, j'éteins l'ampoule rouge, j'allume l'ampoule verte, je tourne à nouveau le cube, j'éteins l'ampoule verte, et j'effectue une dernière rotation centrale, comme ceci. Si je recherche les pièces qui ont été déplacées par cet algorithme, je constate qu'à l'arrière du cube, aussi bien dans la rangée supérieure que dans la rangée inférieure, j'ai permuté ces 2 blocs, c'est-à-dire ces 2 groupes de pièces constitués d'un coin et d'une arête mitoyenne. En pratique, on n'utilisera pas l'algorithme B pour permuter des blocs, mais plus spécifiquement pour permuter des arêtes dans les rangées inférieures et supérieures. Pour le troisième algorithme, que j'appellerai algorithme P pour permutation, je vais reprendre encore une fois cette image du feu rouge, mais cette fois-ci je vais considérer que le vert est remplacé par un orange clignotant, et le feu va passer alternativement d'un état complètement éteint à un état où seule l'ampoule de l'orange clignotant est allumée. Voilà comment ça se traduit sur le square one. J'ai ici mon feu éteint qui va changer d'état. Je vais allumer l'ampoule du bas et je vais effectuer un quart de tour comme pour l'algorithme B. Le feu va à nouveau changer d'état et l'ampoule du bas va s'éteindre. Il va changer d'état à nouveau et l'ampoule du bas va s'allumer. Et il change une dernière fois d'état et l'ampoule du bas s'éteint. Et on termine cet algorithme par une rotation centrale. Si on passe en revue les 3 rangées du cube suite à cet algorithme, on constate que dans la rangée supérieure, on a permuté sur le côté droit du cube, à droite de cette séparation, ces 2 blocs de pièces, c'est-à-dire un coin et une arête associée. Ça revient à dire qu'on a permuté en particulier ces 2 arêtes entre elles et ces 2 coins entre eux. À la rangée du dessous, dans la rangée équatoriale, on constate que la pièce droite s'est retournée, mais on sait comment rétablir la position d'origine de cette pièce, on l'a vu plus tôt dans cette vidéo. Et dans la rangée inférieure, on a obtenu également une autre série de permutations, dont je ne dirai pas grand chose, puisqu'on sait que cette permutation va s'annuler si on effectue une deuxième fois cet algorithme P. Dernière précision, on remarquera que l'algorithme A est le seul algorithme dont on aura besoin qui ne commence pas par une rotation centrale. Je reprends maintenant le square one dans un état mélangé, mais toujours avec sa forme cubique, et je vais vous montrer comment mettre en application ces différents algorithmes pour résoudre la face supérieure et la face inférieure. Pour résoudre ces 2 faces, on va d'abord identifier la configuration dans laquelle on se trouve en regardant sur les faces supérieures et inférieures le motif dessiné par les arêtes qui ont une couleur différente de celle des 4 coins déjà en place. Ici par exemple, j'ai un motif en X dessiné par les 4 arêtes qui sont en contraste par rapport aux 4 coins blancs. Mais on peut aussi avoir d'autres motifs. Par exemple, ce motif en T, ce motif en L,
ce motif en I, ou encore une arête seule de couleurs différentes. Pour résoudre la face supérieure et la face inférieure du square one, on va d'abord chercher à se ramener à cette configuration. Une configuration où on a un I sur chacune des deux faces, que ce soit la face supérieure ou la face inférieure. Et en les orientant comme ceci sur les deux faces, on va appliquer l'algorithme A qu'on a vu tout à l'heure. Donc, je décale la rangée du haut, j'effectue une rotation centrale, je recale la rangée du haut, je décale la rangée du bas, j'effectue une autre rotation centrale, et je recale la rangée du bas. Et de cette manière, on voit qu'on a bien résolu la face supérieure et la face inférieure. Autre cas possible, cette situation où on a un motif en X sur chacune des deux faces. Dans ce cas-là, peu importe l'orientation de départ, le X va toujours avoir la même apparence. On va appliquer, comme le cas précédent, l'algorithme A. Donc, je décale la rangée du haut, j'effectue une rotation centrale, je recale la rangée, je décale l'autre, j'effectue une autre rotation centrale et je recale la rangée du bas. Et de cette manière, si on oriente de nouveau les rangées supérieures et inférieures, on retrouve la configuration avec un I sur chaque face qu'on sait déjà résoudre. On peut également rencontrer cette situation, la situation où on a sur chacune des deux faces ce motif en T. Et pour résoudre ce cas particulier, on va d'abord orienter ces deux T en fonction de la position de leur branche centrale. Sur l'une des deux faces, peu importe laquelle, je vais laisser cette branche centrale en position avant, et sur l'autre face, je vais l'orienter de manière à ce qu'elle pointe vers la gauche. Et je vais effectuer à nouveau l'algorithme A que vous connaissez maintenant très bien. On se retrouve dans une nouvelle configuration où on trouve sur l'une des deux faces ce motif en I et sur l'autre ce motif en L. Si je repars de ce nouveau cas, je vais conserver l'orientation verticale du I et je vais orienter la face qui contient le L de manière à ce que les branches de ce L soient en position avant et gauche. Et je vais appliquer cette fois-ci non pas l'algorithme A mais l'algorithme B. Donc j'effectue une rotation centrale, je décale la rangée du haut de 90 degrés, j'effectue une nouvelle rotation centrale, je recale la rangée du haut, je décale la rangée du bas également de 90 degrés, j'effectue une nouvelle rotation centrale, je recale la rangée du bas et je termine par une rotation centrale. Et de cette manière, je vois que j'obtiens sur les deux faces ce motif en L. Dans les cas précédents, on a vu qu'on orientait souvent les branches des motifs dessinés sur les deux faces dans le quart avant gauche du square one. Ici, ce sera la seule exception à la règle. Lorsqu'on a un motif en L sur chacune des deux faces, on va orienter ces L de manière à placer leurs branches dans le quart avant droit du square one. Et on va effectuer l'algorithme B pour changer de configuration. Je décale la rangée du haut. Je recale la rangée du haut, je décale la rangée du bas, et je recale la rangée du bas. On se retrouve dans une configuration où on a un I sur chaque face, et on sait déjà résoudre ce cas. Dernier cas possible, celui où on trouve une seule arête de couleurs différentes sur chacune des deux faces supérieures et inférieures. Là aussi, on va faire intervenir le quart avant gauche du square one, puisqu'on va orienter l'une des deux faces de manière à placer cette arête sur la gauche, et on va orienter l'autre de manière à placer cette autre arête vers l'avant. Et on va appliquer cette fois-ci l'algorithme A. De cette manière, on se retrouve dans une configuration qu'on connaît, puisqu'on a un motif en L sur cette face et un motif en I sur l'autre. Si je résume l'ensemble de ces cas, tout cela peut se ramener à deux questions. Quel algorithme appliquer et quelle orientation de départ choisir sur chacune des faces supérieures et inférieures du square one? D'abord, si je trouve un ou deux motifs en L sur le square one, j'appliquerai l'algorithme B. Dans tous les autres cas de figure, ce sera l'algorithme A que j'appliquerai. En ce qui concerne l'orientation, hormis le cas du X qui n'a pas d'orientation particulière et du I qu'on disposera toujours verticalement entre les faces avant et arrière, on a vu que c'est souvent le quart avant gauche du square one qui intervient.
Par exemple, lorsqu'on a une seule arête de couleur différente, on a une des deux arêtes disposée vers l'avant et l'autre disposée vers la gauche. Même chose pour la branche centrale du T, on en a une vers l'avant et une vers la gauche. Et même chose également si on a un seul L, on disposera les deux branches du L suivant ce quart avant-gauche. Seule exception à cette règle d'orientation, si on a un L sur chaque face, on les orientera tous les deux suivant le quart avant droit du cube. Et puisqu'on a affaire à un L, on appliquera l'algorithme B. Une fois que la face supérieure et la face inférieure sont résolues, on va s'intéresser aux quatre coins de la face supérieure et on va les permuter entre eux pour donner à chacun sa place définitive. Pour ça, on va parcourir le pourtour de la rangée supérieure en essayant de trouver deux coins supérieurs consécutifs qui présentent la même couleur sur ces deux facettes latérales. Ici, ce n'est pas le cas puisque j'ai de l'orange à gauche et du rouge à droite. Ce n'est pas le cas ici non plus puisque j'ai du bleu et du vert. Ici, j'ai du rouge et de l'orange. Et ici, du vert et du bleu. Si on se trouve dans cette situation, on va d'abord appliquer une première fois l'algorithme P, c'est-à-dire l'algorithme qui sert en particulier à permuter toutes ces pièces situées à droite de la séparation dans la rangée supérieure. Donc j'applique cet algorithme. Et je vais parcourir à nouveau la rangée supérieure. Ici j'ai deux couleurs différentes. Et ici, je m'aperçois que j'ai la couleur bleue présente sur deux coins supérieurs consécutifs. C'est la seule face de la rangée supérieure où j'obtiens cette identité de couleur. Et lorsque j'ai trouvé ces deux couleurs identiques sur deux coins consécutifs, je vais orienter la rangée supérieure comme ceci, afin de placer ces deux coins présentant la même couleur du côté gauche du cube. À partir de cette nouvelle position de départ, ou si c'est le cas que je rencontre, il me suffit ensuite d'appliquer une deuxième fois l'algorithme P pour permuter entre eux, en particulier, les deux coins supérieurs droits du cube. Donc j'effectue à nouveau cet algorithme. Et je peux vérifier ensuite, en tournant la rangée supérieure, que je trouve systématiquement deux coins supérieurs qui présentent des couleurs identiques sur leurs facettes latérales. Une fois que chaque coin a trouvé sa place dans la rangée supérieure, je vais m'intéresser cette fois-ci aux arêtes supérieures. Et dans un premier temps, je vais déterminer combien d'arêtes supérieures sont mal placées par rapport aux coins, à partir de leur couleur. Ici, je n'ai pas correspondance de couleur entre le vert de cette arête et l'orange de ces deux coins consécutifs, donc cette arête est mal placée. Et en parcourant la rangée supérieure, je m'aperçois que c'est le cas pour chacune des quatre arêtes supérieures. Donc dans mon exemple, aucune des quatre arêtes n'est actuellement bien placée. Pour redonner sa bonne place à chacune de ces quatre arêtes, on va permuter trois arêtes parmi les quatre que compte la rangée supérieure. En pratique, on va permuter les arêtes avant, arrière et droite du cube dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc la seule arête qui ne changera pas de place sera l'arête gauche dans la rangée supérieure. Pour permuter ces trois arêtes, on va utiliser l'algorithme P qu'on a déjà vu avec quelques rotations supplémentaires. Et sachant qu'on va permuter les arêtes dans le sens des aiguilles d'une montre, je m'aperçois que dans mon exemple, cette arête qui présente la couleur orange se retrouvera à sa place une fois ici, puisqu'elle sera coincée entre deux coins qui présentent cette même couleur orange. Pour commencer cette permutation, j'applique simplement l'algorithme P. Donc, comme ceci. Et j'arrive à cette situation. Ensuite, je vais décaler d'une unité la rangée supérieure, comme ceci. Et je vais appliquer à nouveau l'algorithme P. Et pour terminer la permutation, il me suffit de recaler la rangée supérieure. Et je m'aperçois que j'ai bien ici une ligne orange, puisque cette arête a trouvé sa place entre ces deux coins. Cette arête blanche et orange étant maintenant en place dans la rangée supérieure, je vois qu'il me reste à permuter les trois autres arêtes. Et pour ça, je vais m'y prendre exactement de la même manière, c'est-à-dire que je vais placer sur la gauche du cube l'arête qui ne doit pas bouger, c'est-à-dire celle qui est déjà en place dans mon exemple, l'arête blanche et orange,
et je vais pouvoir à nouveau permuter entre elles ces 3 arêtes supérieures. Dans mon exemple, je constate qu'une dernière permutation dans le sens des aiguilles d'une montre permettra de terminer la résolution de la rangée supérieure, puisque cette arête verte va se retrouver coincée entre ces 2 coins verts, cette arête bleue se retrouvera entre les 2 coins bleus à l'arrière du cube, et cette arête rouge va se retrouver entre les 2 coins rouges sur la droite du square one. Imaginons maintenant qu'on soit dans cette situation. On a une première arête supérieure en place qu'on vient d'orienter sur la gauche du square one, et il reste à permuter les 3 dernières arêtes, mais cette fois-ci dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire en particulier pour déplacer cette arête rouge du côté avant au côté droit du square one. Et pour obtenir cette permutation anti-horaire, on a le choix entre 2 possibilités. Soit on va effectuer 2 fois la permutation dans le sens horaire, comme je vous l'ai montré, soit on va utiliser une variante de la suite d'algorithmes qui nous a servi à obtenir cette permutation dans le sens horaire. Si on suit cette dernière logique, on va commencer par décaler la rangée supérieure comme ceci, et seulement dans un deuxième temps, on va effectuer l'algorithme P. Ensuite, on va recaler cette rangée supérieure et on va appliquer à nouveau l'algorithme P. Et de cette manière, on vérifie bien qu'on a placé les 4 arêtes supérieures et donc on a terminé la résolution de la rangée supérieure du square one. Hormis le cas trivial où les 4 arêtes sont déjà en place dans la rangée supérieure, je vous ai décrit 2 situations possibles dans les exemples précédents. D'abord, celle où aucune des 4 arêtes n'est à sa place. Ensuite, celle où une des 4 arêtes était en place et imposait donc de permuter les 3 autres pour résoudre la rangée supérieure du square one. Mais il existe un cas particulier où on a 2 arêtes en place et où il reste 2 arêtes à permuter, comme ici. Et ce cas de figure particulier, on peut le régler de 2 façons différentes, soit en utilisant un algorithme relativement long, mais qu'on va pouvoir simplifier grâce à une notation que je vais vous expliquer maintenant, soit par une autre méthode qui ne nécessitera pas d'algorithme, mais qui va imposer de repartir légèrement en arrière dans la résolution du square one. Pour introduire ce nouvel algorithme, je vais repartir d'un square one dans son état résolu, comme ici, et je vais commencer par coder la rangée supérieure et la rangée inférieure par une lettre caractéristique. Dans le cas de la rangée supérieure, ce sera la lettre T, comme top en anglais, et pour la rangée inférieure, ce sera la lettre D, comme down. Le sens de rotation à appliquer à la rangée supérieure ou inférieure sera déterminé par une voyelle qui va suivre cette première consonne. Dans le cas où cette voyelle est un A, comme aiguille, cela signifie qu'on va tourner la rangée correspondante, soit la rangée supérieure, soit la rangée inférieure, dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ceci pour la rangée supérieure, ou comme ceci dans le cas de la rangée inférieure. Si cette voyelle est un I, comme inverse, on aura cette fois-ci à tourner la rangée dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire comme ceci pour la rangée supérieure, et comme ceci dans le cas de la rangée inférieure. Si j'utilise ce codage pour décrire des rotations à 90 degrés par exemple, voilà ce que je vais obtenir pour quelques exemples. La rotation codée TA va correspondre à ceci, c'est-à-dire une rotation dans le sens horaire de la rangée supérieure. De même, la rotation DI va correspondre à une rotation anti-horaire de la rangée inférieure. De cette manière, on va obtenir une suite de syllabes qui vont être reprises chronologiquement dans une série de phrases mnémotechniques que je vais vous décrire maintenant. Les 4 phrases à retenir sont celles qui s'affichent actuellement sur votre écran. Je vais passer en revue ces phrases une à une en expliquant en particulier à quoi correspond le chiffre entre parenthèses qui précède chacune d'entre elles. Si les 2 arêtes qui sont à permuter dans la rangée supérieure se trouvent à 90 degrés l'une de l'autre, on orientera d'abord la rangée supérieure de manière à les placer en position
avant et droite sur le square one. De cette manière, l'algorithme permettra d'obtenir directement un état résolu pour la rangée supérieure. En revanche, si les arêtes à permuter se trouvent à l'opposé l'une de l'autre, on orientera la rangée supérieure de manière à les placer en position avant et arrière. Et ensuite, on obtiendra un état où une des 4 arêtes sera en place et où il restera à permuter les 3 autres, comme je l'ai déjà décrit précédemment. Dernière précision concernant cet algorithme particulier, il commence par une rotation centrale, comme ceci, et on trouvera presque systématiquement une rotation centrale entre 2 rotations décrites par des syllabes selon le principe que j'ai indiqué. Pour la première phrase, le petit 3 entre parenthèses correspond au nombre d'unités de rotation pour les rangées supérieures ou inférieures. En pratique, cela veut dire qu'on effectuera que des quarts de tour pour ces 2 rangées. Donc, je commence par une rotation centrale et je continue. Il tient d'abord à dire qu'il est d'accord. Je poursuis avec la deuxième phrase où cette fois-ci j'aurai 2 unités de rotation, c'est-à-dire la valeur d'un coin pour les rangées supérieures et inférieures. Donc je commence là aussi par une rotation centrale pour retarder la date du tir de 4 jours. Alors je trouve le chiffre 4, il fait allusion au nombre d'unités de rotation pour la rangée supérieure dans notre cas. Donc j'ai ici une unité, 3 unités et 4 unités. Je poursuis avec la troisième phrase et cette fois-ci 2 unités de rotation. Je commence par une rotation centrale. Il a dit d'accord pour au moins 1 à 4 jours. Dans l'ordre, on trouve les chiffres -1 et 4. Ils s'appliquent dans l'ordre à la rangée supérieure et inférieure. Donc, -1 pour la rangée supérieure, 4 unités pour la rangée inférieure, et on s'arrête là pour cette troisième phrase. Quatrième et dernière phrase, avec cette fois-ci 3 unités de rotation. Je commence par une rotation centrale. Il a dit d'accord. Autre méthode pour résoudre ce cas, on ne va pas faire ici appel à un algorithme, mais on va faire défiler sur les faces supérieures et inférieures les différents motifs qu'on avait déjà rencontrés lorsqu'on avait dû rendre sa forme cubique au square one. Mais on va le faire ici à l'envers. On va commencer par une rotation centrale qui va nous redonner cette forme caractéristique de bouclier sur les faces supérieures et inférieures du square one, et on va orienter ces boucliers de 90 degrés vers la gauche pour l'un des deux, et de 90 degrés vers la droite pour l'autre. Avec une nouvelle rotation centrale, on retrouve cette forme caractéristique de papillon sur les faces supérieures et inférieures du square one. Depuis cette nouvelle position, on va orienter ce papillon comme ceci par rapport à la séparation du square one, et on va aligner l'autre papillon, celui de la face inférieure, de manière à pouvoir superposer leurs contours. Et à l'aide d'une nouvelle rotation centrale, on va retrouver ce motif en forme de champignon qu'on avait déjà rencontré précédemment. Depuis cette nouvelle position, on va orienter la rangée supérieure comme ceci pour placer les 4 arêtes côte à côte à gauche de la séparation, plutôt vers l'arrière du cube. Et dans la rangée inférieure, on va placer les 4 autres arêtes mitoyennes à droite de la séparation, également vers l'arrière du cube. Et à l'aide d'une nouvelle rotation centrale, on va obtenir ce nouveau motif qui évoque un peu un citron. Si on regarde de plus près la face inférieure du square one, on retrouve cette étoile à 6 branches caractéristique, et on va tourner cette étoile de la valeur d'une branche, comme ceci. Et à partir de cette nouvelle configuration, on va pouvoir rendre à nouveau sa forme cubique au square one exactement comme on l'avait vu en début de vidéo. Et on s'apercevra que la rangée supérieure ne présentera plus ce cas particulier des 2 arêtes à permuter.
Une fois que la rangée supérieure du square one est résolue, on ne va pas retourner le cube pour passer à la résolution de sa rangée inférieure, mais on va permuter entre elles ces deux rangées. Et pour ça, on va utiliser un algorithme très simple, qui fait d'abord intervenir une rotation centrale. Ensuite, on va retourner de 180 degrés les deux rangées. On applique une nouvelle rotation centrale, et on peut recaler chacune des deux rangées. De cette manière, je me retrouve dans cet exemple avec toutes les pièces qui présentent une facette jaune dans la rangée supérieure. Et à partir de là, je vais traiter exactement de la même manière la permutation des coins et ensuite la permutation des arêtes. Je peux ainsi résoudre de la même manière cette nouvelle rangée supérieure sur le square one. Et au terme de la résolution de cette rangée, on verra qu'on peut rencontrer deux situations possibles. Premier cas de figure, la rangée inférieure est déjà résolue. Dans ce cas, on pourra passer directement à la fin de la résolution. Deuxième cas possible, la rangée inférieure n'est plus résolue puisqu'elle présente des pièces permutées. Et ce cas particulier est dû au nombre de fois où on a dû faire appel à l'algorithme P en cours de résolution. En particulier, c'est la situation à laquelle on arrive si on utilise l'algorithme P un nombre impair de fois. Et on va voir comment traiter cette situation particulière. Dans un premier temps, on va appliquer l'algorithme P pour retrouver l'état résolu de la rangée inférieure. Ensuite, on va effectuer un quart de tour sur la rangée supérieure. Et on va appliquer une nouvelle fois l'algorithme P. Finalement, en tournant la rangée supérieure, on repère les deux blocs qui restent à permuter, qu'on va placer à droite de la séparation, et on applique une dernière fois l'algorithme P. De cette façon, on constate qu'on a bien retrouvé l'état résolu dans la rangée supérieure, mais également dans la rangée inférieure. Une fois les rangées supérieures et inférieures résolues, on aura éventuellement un cube déjà résolu, comme c'est le cas ici, mais on pourra également rencontrer quelques autres cas. Premier cas possible, toutes les pièces sont en place sur le square one, à l'exception de la pièce droite de la rangée équatoriale qu'on va devoir retourner. On a déjà vu comment procéder, on va faire intervenir ici la rangée supérieure. Donc, une première rotation centrale, un retournement à 180 degrés de la rangée supérieure, nouvelle rotation centrale, nouveau retournement, nouvelle rotation centrale et dernier retournement de la rangée supérieure pour retrouver l'état résolu du square one. Deuxième cas possible, tout semble à sa place sur le square one, on a une couleur unique sur la face avant, mais on s'aperçoit qu'on n'a pas correspondance de couleur entre la rangée équatoriale et les deux autres rangées sur les faces gauche et droite. Cela signifie tout simplement qu'on va devoir permuter les rangées supérieures et inférieures entre elles. On a déjà vu comment faire, je vais le refaire rapidement ici. Une première rotation centrale, on retourne cette fois-ci les deux rangées, la rangée supérieure et la rangée inférieure. Nouvelle rotation centrale, et on peut recaler les deux rangées pour retrouver l'état résolu du square one. Troisième et dernier cas de figure, c'est la combinaison des deux précédents, c'est-à-dire qu'on retrouve une pièce retournée dans la rangée équatoriale et on a également permutation entre les rangées supérieures et inférieures. On peut traiter au cas par cas la permutation des deux rangées et le retournement de la pièce équatoriale, mais on peut également utiliser un raccourci qui va faire intervenir alternativement les rangées supérieures et inférieures. Pour ça, on va commencer une nouvelle fois par une rotation centrale. On va retourner d'abord la rangée supérieure, nouvelle rotation centrale. On retourne ensuite la rangée inférieure, nouvelle rotation centrale, et ensuite il suffit de réaligner les trois rangées pour retrouver l'aspect résolu du square one. Pour mettre en pratique tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, je vous propose dans la suivante un exemple d'une résolution intégrale du square one. A tout de suite!